Bonsoir Éric Mouzin. Bonsoir. Vous êtes le père d'Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne alors qu'elle rentrait de l'école, elle avait 9 ans. Elle a été pendant longtemps le symbole des disparitions d'enfants non élucidés. On se souvient tous de son visage, de ses affiches placardées dans tout le pays, grâce à vous, grâce à votre mobilisation pendant toutes ces années, sans faille. Après 20 ans d'enquête infructueuse, la culpabilité du tueur en série Michel Fourniret sera finalement établie. Il passera aux aveux en 2019. Il mourra avant d'être condamné. Monique Olivier, elle, le sera. Le corps de votre fille n'a jamais été retrouvé. Vous venez d'assigner l'État pour faute lourde et déni de justice. À l'audience, la semaine dernière, vous avez dénoncé l'amateurisme des enquêteurs. Vous allez nous expliquer. D'abord, retour sur ces 20 ans d'enquête et de combat pour vous avec Yann Effelé. C'était un jeudi d'hiver, le 9 janvier 2003. Estelle Mouzin, 9 ans, devait rentrer de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne. Mais elle disparaît en route. La fugue semble peu plausible, aucune trace de la jeune fille. 2 jours plus tard, la piste de l'enlèvement devient claire, aux yeux de son père. Je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée. La personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite. Un père qui ne va cesser de consacrer toutes ses forces pour retrouver sa fille. Il fait en sorte que son visage s'affiche partout dans les médias et dans les villes. Les jours et les mois passent, mais la justice patine. Je ne vois pas quel espoir je peux avoir. Alors bien sûr, j'ai l'espoir qu'on retrouve celui qui a enlevé et qui a tué vraisemblablement Estelle, oui. Mais c'est quand même un espoir un petit peu... c'est drôle de déclinaison du mot espoir. Au début de l'enquête, la piste de Michel Fourniret est un temps suivie, avant d'être abandonnée. Le tueur en série a un alibi. À 20h08, il dit avoir appelé son fils depuis la Belgique, facture téléphonique à l'appui. Impossible donc pour lui d'enlever Estelle Mouzin à 270 km de là, à 18h45. Jusqu'au jour où une codétenue de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, obtient une confidence fondamentale en 2015. Monique Olivier, elle m'a dit que Michel Fourniret lui a dit « Si à une certaine heure, je ne suis pas de retour à notre domicile, tu vas passer un coup de fil à mon fils, ça pourra me servir d'alibi plus tard. Je pars à la chasse. » 7 magistrats s'étaient déjà succédé sans apporter de réponse satisfaisante. Du temps perdu et des négligences en série qui, au fil des années, excèdent le père d'Estelle. Quand un juge vous dit dans son bureau « vous allez avoir la réponse dans 10 ans », ben oui, là on me prend pour un con quand même. Il faudra attendre la 8e magistrate pour que la Libye tombe définitivement. Devant elle, Monique Olivier finit par reconnaître avoir elle-même passé l'appel téléphonique. Fin 2023, elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa complicité dans 3 enlèvements et meurtres, dont celui d'Estelle Mouzin, la plus jeune des victimes de Michel Fourniret. Le tueur en série est mort en 2021 sans jamais avoir été jugé pour le meurtre de la jeune fille. Éric Mouzin, vous venez donc d'assigner l'État en justice pour faute lourde et déni de justice. L'audience s'est tenue la semaine dernière. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui après toutes ces années d'enquête, de fausses pistes, d'errance, de douleur? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice française? Alors, l'assignation pour faute lourde de l'État a été engagée en 2018. D'ailleurs, c'est aussi un des éléments qui explique les dérives de l'institution, puisque l'État a eu un comportement dilatoire dans la plainte contre l'État. Il y a eu un comportement dilatoire de l'État qui a freiné des cas de fer pour que l'instruction n'avance pas, en disant par exemple qu'il ne pouvait pas avoir accès au dossier d'instruction et que donc il ne pouvait pas se défendre. Quand ils ont eu le dossier, ensuite ils ont oublié de répondre dans le jeu de conclusion et ainsi de suite. Et on en arrive aujourd'hui, donc en 2025, à la fin des plaidoiries, et on attend le délibéré le 3 septembre 2025. Qu'est-ce que vous attendez de la justice et de ce délibéré? Ce que je veux, c'est la condamnation de l'État et que la responsabilité de l'État soit reconnue dans cette affaire pour toutes les erreurs qui ont été commises. Alors, ça peut paraître peut-être une coquetterie ou un comportement absurde. Voilà. En fait, ce que nous avons vu
au cours de toutes ces années, c'est une succession d'erreurs. Michel Fourniret a un parcours criminel qui ne commence pas en 2003. Son parcours criminel commence. On va revenir à toute cette succession d'erreurs, effectivement, quand on s'intéresse à l'affaire. On va commencer par le début, si vous voulez bien. Ce que vous reprochez fondamentalement aux enquêteurs, est-ce que ce n'est pas, finalement, de ne pas avoir sauvé votre fille en mettant en œuvre dans les premières heures, les premiers jours de l'enquête, juste après sa disparition, une certaine technique qui s'appelle la technique de l'escargot? Peut-être que vous pouvez nous expliquer. Alors, je ne vise pas du tout une erreur commise dans les premiers jours de l'enquête. Dans les premiers jours de l'enquête, il est évident à ce moment-là que personne n'a aucune piste. C'est impossible. Je n'attaque pas pour le fait qu'on aurait pu empêcher la mort d'Estelle. La mort d'Estelle, elle était écrite à partir du moment où elle était montée dans sa camionnette et sa durée de vie était de quelques heures. D'ailleurs, on ne sait pas exactement quand Michel Fourniret l'a assassiné. C'est pas ça. C'est que par la suite, pendant 20 ans, nous avons été promenés. Quand je dis nous, c'est la famille, l'association, tout le monde. Nous avons été promenés par une absence de pistes, par des absences de pistes, par des comportements anormaux de la justice qui ne répondaient pas aux questions, qui ne fournissaient pas un dossier complet, qui ne fournissait pas la liste des investigations en cours, la progression de l'enquête, il n'y avait rien de tout ça. Dès le début, les enquêteurs donc, sont d'abord passés à côté de Michel Fourniret, et puis après un témoignage d'une copine de votre fille, un homme dont signalement correspond à celui qui sera arrêté quelques mois plus tard en Belgique après avoir tenté d'enlever une autre fille. Les enquêteurs belges donc alertent les policiers français, mais ils ne sont pas entendus. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais il y a toute une série de dysfonctionnements dans la prise en compte par les enquêteurs français, qui sont pourtant réputés, le SRPJ de Versailles, c'est le fleuron de la police judiciaire française, de passer à côté d'une piste comme ça. En 2003, alors qu'ils n'ont pas grand-chose, ils ont le portrait témoin qui est établi par Mégane, qui a failli être enlevé le jeudi qui a précédé la fin de la période scolaire de décembre 2002. C'est un jeudi soir, 18h30. Le jeudi qui suit la reprise des cours, c'est le premier jeudi du mois de janvier, Estelle est enlevée. Mégane dira au mois de juin, la personne était dans une camionnette blanche. Michel Fourniret se fait arrêter en Belgique en juin 2003. Son mode opératoire, c'était une fourgonnette blanche. Les policiers belges cernent tout de suite la dangerosité de Michel Fourniret et le comportement extrêmement pervers du couple. Ils le signalent aux autorités françaises. À partir de ce moment-là, les autorités françaises, qu'est-ce qu'elles font? En tout cas, le SRPJ valide l'impossibilité d'être physiquement à Guermantes à 18h30 et à Sarcustine en Belgique à 20h08. Il n'y a pas de vérification sérieuse et approfondie de cet alibi téléphonique qui tombe comme un miracle. Et cet alibi, ils vont longtemps s'y accrocher, les enquêteurs. C'est plus que s'accrocher. C'est plus que s'accrocher. Ils ne le vérifient pas. Quand nous demandons avec Didier Seban quelles sont les investigations qui sont faites sur le couple Fourniret, est-ce que toutes les vérifications ont été faites? Est-ce que la vérification téléphonique a été faite? La vérification téléphonique, tous les messages et tous les appels téléphoniques GSM du 8, 9, 10 janvier ont été bloqués. Normalement, une analyse devait être engagée. Un juge a missionné un expert judiciaire pour ce faire. Je n'ai jamais trouvé le rapport de ce juge. Quand Mme Kéris a demandé l'exploitation de ces données. Alors, Mme Kéris, c'est la juge d'instruction, la 8e juge d'instruction qui va finir par obtenir les aveux de Fourniret et de Monique Olivier et qui est aujourd'hui la chef du pôle Cold Case de Nanterre et qui va être celle qui va vraiment reprendre ce dossier en main. Donc, quand Mme Kéris demande l'exploitation de ces enregistrements de téléphonie mobile, l'expert judiciaire qui est missionné par Mme Kéris répond: ils sont dans un tel état de dégradation qu'ils sont inexploitables.
Maître Seban, qui intervient dans plusieurs dossiers de disparition d'enfants, et en particulier de dossiers de disparition dont Michel Fourniret a été l'auteur, a fourni à la justice la liste de tous les GSM utilisés par le couple, de toutes les cartes SIM, les cartes prépayées. Ils en avaient une quantité industrielle, tout en disant aux enquêteurs qu'ils ne savaient même pas se servir d'un téléphone portable. OK. Aucun de ces numéros n'a été vérifié sérieusement. Mais je vous repose la question, comment vous l'expliquez? Vous dites, on sent votre prudence, vous dites, mais forcément, depuis le temps, vous avez échafaudé des hypothèses. J'en livre une, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que la police française aurait pu avoir de la fierté mal placée et de ne pas supporter que des confrères belges leur expliquent ce qu'il fallait faire alors qu'ils sont réputés comme étant une des meilleures polices du monde? Je crois que c'est plus grave que ça encore. Il ne s'agit pas d'un problème de fierté bafoué ou de... Non, je ne crois pas. À la barre, au procès d'assises, en décembre 2023, le représentant, l'ancien directeur de l'OCRVP, qui est un service co-saisi aux côtés de la PJ de Versailles, a déclaré que ce n'était pas Michel Fourniret qui avait enlevé Estelle et que Michel Fourniret n'était pas un pédophile. Et ces propos ont été confirmés par la directrice d'enquête de la police judiciaire. Mais donc, ça veut dire quoi, Éric? En contradiction avec l'acte d'accusation établi par la juge Kéris après une enquête, en contradiction avec les informations fournies par le service de recherche de la gendarmerie de Dijon, qui a mené l'enquête pour Mme Kéris, et en contradiction avec le réquisitoire du procureur de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Éric Mouzin? Qu'on a cherché à le protéger d'une certaine manière? Ah non, je n'irai pas jusqu'à le protéger. Je ne pense pas qu'on veuille protéger. En plus, il était mort. Et donc, ça, voilà. Non, je ne m'explique pas ça. Mais par contre... Une volonté de ne pas se déjuger quand on a commencé à mettre de côté une piste. C'est difficile de se déjuger soi-même? Oui, certains parlent d'un tunnel, mais un tunnel de pensée. Moi, ça m'importe peu les raisons pour lesquelles ils font ces erreurs-là. Ce que je vois, c'est des conséquences. Et donc, quand on parle de déni de justice, moi, j'irais même jusqu'à parler d'entrave à la manifestation de la vérité. Si le service d'enquête dit que le seul coupable qu'ils ont n'est pas celui qui a enlevé Estelle, c'est aller à contre-courant de tout. Il y a eu des erreurs individuelles. Vous avez parlé la semaine dernière à l'audience d'amateurisme. Ça va au-delà. C'est un système qui a failli dans l'affaire de la disparition de votre fille. Je pense que c'est un défaut de méthode. Madame Kéris ne travaille pas seule. Madame Kéris fait appel systématiquement à des tas de gens et à des tas de compétences. En particulier, elle se fait entourer de psychologues qui lui disent « voilà comment il faut aborder ce couple, voilà comment il faut mener les entretiens, il ne faut pas les braquer, il faut aller dans un sens gentil. » Les enquêteurs français ne savaient pas comment interroger un tueur. Je ne sais pas comment ils ont fait. Madame Kéris, par exemple, avait un chien qui était là. Monique Olivier adore les chiens. Elle avait le chien. Elle se calme. Elle se met à parler. Quand Michel Fourniret, au procès de Charleville-Mézières, demande comme témoin de moralité, entre guillemets, la responsable d'enquête du service du SRPJ de Versailles, elle vient à la barre. C'est-à-dire que l'accusé appelle comme témoin un responsable d'enquête. C'est original, ça dérange personne. À ce moment-là, la réponse est si Michel Fourniret m'avait menti, je l'aurais compris et je l'aurais deviné. Ça veut dire qu'il y a un défaut de moyens, un défaut d'aide, d'assistance pour y voir plus clair dans une situation compliquée face à des personnalités extrêmement compliquées. Michel Fourniret est un pervers absolu. Il manipule tout le monde en permanence. Il y a peut-être un défaut de moyens, mais je vais échafauder une autre hypothèse, parce que dans la justice, comme dans tous les métiers, il y a des gens compétents et il y a des gens moins compétents. Vous avez vraiment le sentiment que c'est un système qui dysfonctionne, un manque de moyens, ou vous avez eu la malchance de tomber sur des juges qui n'étaient pas les meilleurs. On se souvient par exemple que le fiasco d'Outreau est dû en particulier au manque d'expérience, je suis gentil, du juge Burgot. Ce sont des responsabilités individuelles, la malchance ou un système? Pour moi, c'est le système et je n'ai jamais voulu viser les personnes. Alors, ce système, il a en partie changé depuis toutes ces années. En 2022, il y a ce fameux
pôle cold case, comme on l'appelle dans les médias, pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées qui a été créé à Nanterre et dirigé par cette femme donc, qui a repris complètement l'enquête, qui a donc largement prouvé son efficacité. Comme nous le rappelle, on va le voir ce sujet, de Lionel Feuerstein. La compagne de l'ogre des Ardennes, Monique Olivier, condamnée suite à une enquête du pôle cold case. Le tueur présumé de Caroline Marcel, assassiné en 2008, identifié par des nouvelles techniques ADN. Des premiers succès pour les 3 juges d'instruction de Nanterre qui traitent une centaine de procédures. Mais alors que le pôle va fêter ses 2 ans, les familles d'autres victimes ont pris la parole. Pour elles, beaucoup reste à faire. On est très heureux que ça existe, mais il faut lui donner une ambition, il faut lui donner les moyens de cette ambition. Selon l'avocat Didier Seban, il manquerait au moins 2 magistrats, des assistants et aussi un logiciel pour regrouper toutes les procédures. Pour le père d'Estelle Mouzin, le pôle devrait prendre davantage de dossiers. Si on a le sentiment que même la création d'un pôle national ne permet pas de résoudre tous les problèmes, que les dossiers restent dans les limbes et qu'on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas traités, on ne sait même pas pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'au pôle. Tout ça, c'est extrêmement préjudiciable pour le sentiment de confiance dans la justice. Les familles veulent aussi la création d'un site internet public pour la récolte d'informations. Surtout, ils souhaitent que les autres parquets aident le pôle en listant tous les meurtres, viols et disparitions pour garder cette mémoire criminelle indispensable à la résolution de ces affaires. Vous vous êtes battu pendant toutes ces années, Éric Mouzon, pour retrouver votre fille, pour savoir ce qui lui était arrivé. Vous vous êtes battu aussi pour les autres, pour que des leçons soient tirées de cette affaire. Est-ce que la création de ce pôle cold case en est une ? Oui, bien sûr, c'est une étape très importante. Nous avons demandé en 2003, on avait déposé un projet un dossier projet d'amélioration de la situation des enfants disparus au ministre de l'Intérieur de l'époque. Et dedans, on demandait la création d'un corps de juges spécialisés, parce qu'effectivement, à l'époque, on n'avait pas idée de ce que pouvait être un pôle national comme le pôle cold case. Donc le pôle cold case, c'est bien. Par contre, aujourd'hui, nous continuons à nous battre. C'est pour ça que c'est peut-être un peu contradictoire d'attaquer l'État et en même temps de vouloir être force de proposition et d'amélioration des dispositifs. Aujourd'hui, l'inventaire des dossiers non résolus en France ne peut pas être engagé. Pourquoi ? Parce que les juridictions ne savent même pas les dossiers qui ne sont pas aboutis. Ils sont quelque part. Impossible de le savoir. Dans les jours qui viennent, il va y avoir une modification du système informatique et la crainte est que la disparition des anciens serveurs aboutisse à l'amplification du phénomène de la disparition des dossiers non élucidés dont on ne connaît pas la liste, mais si en plus ils disparaissent de la mémoire informatique, ce sera encore plus dur. On ne connaît pas le nombre de dossiers non élucidés, on ne peut pas en faire la liste, on ne peut pas savoir pourquoi ils ne sont pas élucidés et on ne peut pas savoir s'ils répondent aux critères d'intervention du pôle cold case, pour autant que le pôle cold case puisse traiter les dossiers. Donc ça, c'est encore un autre problème. Si le pôle cold case n'a pas les moyens en personnel et en moyens, il ne pourra pas traiter plus de dossiers qu'il n'en fait, même si la motivation des juges du pôle cold case, qui sont volontaires pour aller travailler dans ce pôle, ils ont eu de très nombreux résultats et ils engagent des moyens. Il y a une force de conviction terrible des magistrats du pôle. Donc tout n'est pas perdu. Concernant votre affaire, le procès que vous intentez à l'État, le procureur a reconnu des manquements du service public de la justice. Il a même parlé de faute lourde. Mais il estime que cette faute n'engage pas la responsabilité de l'État parce que vous auriez pu outrepasser les juges d'instruction et saisir la justice, ce que vous n'avez pas fait. De vous donner à vous la responsabilité des manquements de l'enquête, comment vous avez pris cette déclaration et cette décision ? C'est surréaliste, mais on va pas. Je vais pas m'arrêter à ce genre de comportement. On en a eu comme ça pendant 20 ans. Des propos comme ça, ça me fait pas sourire, mais il est dans son rôle finalement. Il est en train de nous dire, vous aviez la possibilité de saisir la chambre de l'instruction pour que le magistrat réponde à vos demandes. C'est vrai, c'est écrit, c'est le code. On pourrait le faire. Si on saisit la chambre de l'instruction pendant une durée indéterminée,
en moyenne, ça dure 2 ans. Tout peut être gelé. Le juge qui est déjà débordé, qui n'a pas envie de rentrer dans un dossier qu'il ne maîtrise pas, puisque de toute façon, le dossier est en état de désordre, pour rester soft, il saisit l'occasion. Il dit « Ah ben, j'attends la chambre de l'instruction. Et pendant ce temps-là, je ne fais rien. » Et on perd 2 ans. Et bien sûr qu'on peut engager toutes les démarches judiciaires. Ça n'a pas de coût, ça n'a pas d'incidence sur le temps, ça n'a pas de dépense sur l'énergie que vous devez engager. C'est facile, finalement. Le procureur, quand il me dit ça, il est dans son rôle, il n'en sort pas, mais c'est une vision un peu courte. Je le disais, Éric Mouzin, vous avez transformé votre douleur en combat pour d'autres familles. Vous avez été à l'origine, par exemple, de la création du dispositif Alerte Enlèvement, que l'on connaît bien aujourd'hui et qui est déclenché dans les tout premiers temps de l'enquête quand un enfant disparaît. Est-ce que vous avez d'autres propositions à faire aujourd'hui au ministre de la Justice? Est-ce que vous êtes en contact avec Gérald Darmanin? Est-ce que vous échangez avec lui? Nous venons d'écrire, que je dis nous, c'est l'association. Nous venons d'écrire au garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur pour demander justement quand allait être mis en service effectif ce fameux fichier des enfants disparus réclamé par les enquêteurs. Le garde des Sceaux ne nous a pas répondu. Par contre, le ministre de l'Intérieur nous a dit de nous adresser à la gendarmerie. Malheureusement, c'était la gendarmerie qui nous avait dit « Essayez de demander au garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur pourquoi ça traîne autant. C'est une sombre histoire de modification du RGPD sur le site du ministère de l'Intérieur. » Mais ces propos-là, on nous les a tenus à la Gendarmerie nationale en octobre. Nous sommes au mois de juin. Il nous reste 2 mois avant le délai de... Donc vous demandez officiellement ce soir la création d'un fichier national des enfants disparus? C'est pas moi. Tout le monde le demande. Mais nous, on nous a annoncé que c'était imminent. Mais on demande l'amélioration des scellés. On demande l'amélioration des enterrements sous X. On demande la création d'une structure dédiée aux enfants. Voilà. Donc nous continuons le combat. Même si nous n'allons peut-être pas gagner au mois de septembre, c'est pas pour ça que nous n'allons pas continuer. Donc ça ne sera pas forcément la fin du chapitre, le 3 septembre? Je ne pense pas, non. Parce que, quel que soit le résultat, l'État peut aussi faire appel si le jugement lui est défavorable. Donc vous poursuivez le combat? Ah oui. Merci beaucoup. C'est moi. Éric Mouzin, d'être venu sur le plateau d'Autrement dit.